Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation délivrée par Pascal Hirtz pour WH Self Invest. Le sujet de ce soir, trader le Nasdaq avec le signal Aiki-Nashi et avec une vue de le trader en mode automatique. Donc trois thèmes, le Nasdaq, Aiki-Nashi et puis le mode automatique. Alors le sommaire de notre présentation est structuré de la manière suivante. On va juste passer 2-3 minutes à voir quels contrats sont disponibles pour trader l'indice Nasdaq. Ça peut être futur, ça peut être CFD. On va voir un petit peu les caractéristiques de ces instruments. Deuxièmement, on s'intéressera au graphique. Qu'est-ce que le graphique Aiki-Nashi et qu'est-ce que le signal Aiki-Nashi, qui n'est pas exactement la même chose que le graphique, mais qui a besoin du graphique. Ensuite, on s'intéressera à la construction d'une stratégie et on reprendra en fait une stratégie qu'on avait présentée déjà au mois de février dernier et peut-être déjà l'an dernier et qui continue de donner des bons résultats. Donc pourquoi changer? On restera avec la même stratégie et vous verrez comment dirais-je là, comment on utilise le concept de filtre de tendance qui est un élément très très important quand on veut faire du trading automatique. Et puis je tirerai quelques petits points intéressants sur le sujet du trading en mode automatique parce que je suis un trader en mode automatique depuis octobre 2014. Et donc, j'ai un peu d'expérience à partager avec vous. Et puis, on conclura. Alors, en ce qui concerne les contrats, il y a deux possibilités. Soit on a un compte futur et on traite le mini Nasdaq futur, soit on a un compte CFD et on traite le CFD US Tech 100 qui représente le Nasdaq. Alors en termes de spread, quand je parle de spread, je parle bien sûr de spread au meilleur moment de la journée, c'est-à-dire durant les heures de trading américaines. Et là, on voit que le futur est bien entendu beaucoup plus avantageux que le CFD par définition, puisque les CFD sont des produits qui sont structurés à partir des cotations de futur. Donc 0,25 points pour le futur Nasdaq, valeur du point 20 $, ça veut dire une valeur nominale si on prend 7800 comme valeur du Nasdaq, ça fait 156 000 et la marge 2200, donc ça fait un levier relativement important de 69. Le levier, ça devrait jamais être l'argument numéro un pour choisir un instrument. Et puis des horaires, je dirais c'est quasiment du 24 heures, c'est quasiment du 23 heures sur 24. US Tech, très bon contrat aussi, bon, spread un peu plus large, bien entendu, un point, mais relativement quand même compétitif par rapport aux autres concurrents de CFD. La valeur du point 1, donc qu'est-ce que ça permet de faire? De travailler plus petit. Donc pour une valeur en point de 7800, la valeur d'un contrat c'est 7800 $. Et vous avez ensuite la marge qui est définie par les régulateurs européens, c'est-à-dire 5%, c'est-à-dire que ça donne un levier de x20. Les horaires sont les mêmes et donc on choisit un peu ce qu'on veut. D'un point de vue général, si on veut commencer petit sans trop de risques, on peut commencer avec les CFD. Et puis, quand on est un petit peu plus à l'aise ou quand on est un peu plus confiant dans notre stratégie, on peut tout à fait passer sur les futurs. C'est comme ça un petit peu que je le verrai, quoi. Alors, Marc qui demande ces marges futures sont propres à WH. Alors, les marges en futur, il y a une marge qui est très importante, c'est la marge overnight, c'est-à-dire pour garder une position durant la nuit. Cette marge, elle est définie par le marché, c'est-à-dire le CME, Chicago Mercantile Exchange. Et pour ce qui concerne la marge intraday, nous avons un petit peu notre mot à dire et donc pour des contrats comme ça qui sont très populaires, nous tendons à offrir une marge qui est peut-être de l'ordre du tiers un peu de la marge overnight. Donc, elles sont propres à VH, effectivement. Alors, avant de passer à la suite,
ici, il y a un élément très important qui est la notion de volatilité. Et là, ce que je voudrais dire, c'est, alors, Emmanuel qui pose la question, la nouvelle réglementation sur les marges ne s'applique pas au futur. Bien entendu que non, puisque la nouvelle réglementation, ce à quoi vous faites référence, Emmanuel, c'est la réglementation ESMA, ESMA, sur les CFD et le Forex. C'est à ça que vous pensez. Et ça a été réglementé par les bureaucrates de Bruxelles. Et la marge est maintenant de 5%, le levier est de 20%. Par contre, dans le monde des futurs, l'ESMA n'a pas encore mis son grain de sel. Et donc, on reste avec les marges, je dirais, historiques en vigueur dans les futurs. Et n'oubliez pas que notre firme offre les futurs depuis 2002. Et donc, plus ou moins, on est très habitué. Et grosso modo, allez, les marges dans les futurs, c'est des marges un peu réalistes pour passer la nuit. Peut-être, on va parler peut-être de quand même proche d'une dizaine de pourcents de protection. Et pour la journée, on réduit un petit peu la marge parce que dans la journée, c'est moins risqué puisque vous avez des stops, vous avez la possibilité de fermer votre position à tout moment, on vous surveille quand même aussi, on peut vous liquider à tout moment si le marché va contre vous, etc. quoi. Ok. Ok, donc Thierry, alors bon, vis-à-vis des questions, il faut que j'avance un petit peu. Donc, peut-être je reprendrai la question de Thierry un peu plus tard. Sinon, je le recontacterai directement, quoi. Donc, les périodes les plus volatiles. Alors, dans la plateforme, nous avons un outil qui s'appelle Hourly Volatility Histogram. C'est-à-dire, vous voyez en bas, vous avez modèle d'étude, WHS proposition, en fait, et puis la volatilité horaire moyenne annuelle, c'est-à-dire sur à peu près 260 jours, on calcule la volatilité de la journée, le plus haut moins le plus bas, en pourcentage, et on fait une moyenne, on fait la somme et on divise par 260, et ça nous donne la valeur en pourcentage. Et là, vous voyez, et ceci pour chaque heure. Donc, vous voyez qu'un contrat comme ça traite quasiment 23 heures, on va dire 22 heures. De 0 à 22, ça fait 23 heures. Vous voyez que en termes de couleurs, il faut s'habituer un petit peu avec les couleurs parce qu'on n'a pas la possibilité de vraiment mettre sur le chart les heures de façon facile. Donc, vous avez en gros les heures européennes, c'est le bleu. Vous voyez ici, de 8h à 11h. 11h, ça veut dire ça commence à 11, ça termine à midi. Vous avez entre midi et 2. Et puis après, vous avez les heures américaines, c'est-à-dire à partir de 14h jusqu'à 18, et puis vous avez 18-21. Une mi-temps, deux mi-temps. Donc la première chose qu'on voit, c'est que durant la journée, on peut trader le mini Nasdaq, mais je dirais la volatilité est quand même relativement faible. Donc quand on fait du day trading ou du scalping, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les périodes de volatilité. Donc ici, il y a deux périodes. C'est grosso modo 15h, 18h. Ces trois bougies-là, ouais, ces trois barres. Et puis c'est grosso modo 19-22 ou 18-22, sachant que 18 c'est un petit peu le temps du sandwich ou le temps du burger aux États-Unis. Ok. Alors, soit dit en passant, ça vous pouvez l'appliquer, cette analyse vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel instrument dans la plateforme. Alors le graphique. Alors le graphique Akinashi, tout le monde connaît un petit peu, on le voit en bas. Vous voyez, on a un mouvement à la hausse, tout est vert. On a un mouvement à la baisse, tout est rouge, à part dans cette zone-là où le marché commence à partir latéralement. Alors, ça nous donne déjà la première caractéristique, c'est-à-dire que l'Aikinashi a une sorte de capacité ou de propriété à détecter des tendances. Donc, quand on a une tendance, la couleur du Aikinashi tente à rester de la même couleur, c'est-à-dire à la hausse en vert, à la baisse en rouge. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, visuellement comme ça, c'est que lorsqu'il y a un changement de couleur, il y a souvent un retournement de tendance. Vous voyez. Donc, d'un point de vue de trading, d'un point de vue de recherche d'opportunités, de stratégie, etc., Aiki Nashi va nous intéresser pour le fait qu'il change
Quand il change de couleur, grosso modo, potentiellement, il offre une possibilité pour rentrer sur un retournement de tendance. Alors, pour afficher Aiki-Nashi ici, dans la nano, on a à ce niveau-là différents boutons. Donc, par défaut, on est sur un bouton, on va dire, qui représente en fait des bougies, candlestick en anglais, hein, des bougies. Mais là, quand on se met à côté, automatiquement, le graphique devient un graphique Aiki-Nashi. Il y a une deuxième façon de travailler avec Aiki-Nashi, c'est au niveau des indicateurs qui s'appellent dans la plateforme Sentimentor. Hein, on peut tout simplement retrouver Aiki-Nashi. Et dans ce cas-là, Aiki-Nashi, on va l'appliquer comme un indicateur ou voire comme un filtre, notamment si on veut utiliser ses propriétés de détection de tendance. Vous voyez? Donc je précise les deux choses, à vous un petit peu d'aller jouer et de regarder pour voir ce que ça veut dire. Mais grosso modo, on va passer maintenant à la définition d'une bougie Aiki-Nashi. Donc on a ici sur la gauche deux bougies. Ces bougies, elles sont des bougies normales, entre guillemets. Quand je dis normales, je veux dire par là des bougies normales. À droite, on a les bougies Aiki-Nashi en vert foncé. Alors, quelles sont les propriétés importantes de la bougie Aiki-Nashi? Premièrement, cette formule ici, c'est-à-dire le prix de clôture de la bougie Aiki-Nashi. Il est tout simplement égal à, vous voyez, ouverture, le plus haut, le plus bas, la clôture de la bougie normale actuelle. Hein. Donc, on est, par exemple, à l'intérieur d'une certaine sur un certain horaire, sur un certain temps, le T en bas. En parallèle, on a la bougie du chart normal. Eh bien, quand on fait la moyenne du plus haut du prix de clôture actuel, du prix d'ouverture et du plus bas, eh bien, on détermine le haut du corps de la bougie Aiki-Nashi. Donc ça, c'est une première propriété très importante. La deuxième propriété très importante, c'est en dessous, vous avez Aiki-Nashi et puis vous avez l'ouverture, le prix d'ouverture. Et lui, il est déterminé en fait par la bougie Aiki-Nashi précédente, c'est-à-dire par la moyenne du corps, c'est-à-dire ouverture, donc clôture, ouverture, le milieu, c'est là où il y a le pointillé, et ça va déterminer en fait le prix d'ouverture de la bougie Aiki-Nashi. C'est ça qui explique, c'est cette propriété qui explique le fait que quand on regardait avant le graphique, tout était vert ou tout était rouge. Pourquoi? Parce que par définition, on commence au milieu de la bougie précédente et donc tant que la bougie est verte, eh ben, grosso modo, tout va être vert. Oui. Après, pour les extrêmes, en gros, les extrêmes, c'est basé sur, je dirais, la bougie précédente. Bon, il y a la formule ici, mais les extrêmes, c'est moins important. Ce qui compte pour nous, c'est la couleur et c'est le changement de couleur. Et donc, on va s'intéresser maintenant directement au changement de couleur, c'est-à-dire, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut comme graphique, comme on va dire, représentation dans le graphique normal, en bougie, pour avoir un changement de couleur au niveau du chart Aiki-Nashi. Alors, la réponse, elle est donnée ici, c'est-à-dire que ici, on a un graphique en bougie, avec une bougie ici qui descend très très bas, et vous voyez que à côté, en parallèle, Aiki-Nashi nous donne maintenant une toute petite bougie rouge, et cette toute petite bougie rouge, elle s'explique par quoi? Par le fait qu'au niveau de l'ouverture, on a la bougie ici, le plus haut, le plus bas, divisé par 2. Et puis vous avez en bas le prix de clôture. Le prix de clôture, c'est la moyenne de la bougie normale. Donc, pour avoir un changement de couleur dans Aiki-Nashi, il faut avoir
une grande bougie rouge, grosso modo. C'est-à-dire, il faut avoir un grand comment dire, retournement. Okay. Alors, je dois dire à Thierry que Thierry, vous n'êtes pas invité dans cette présentation pour faire une opération commerciale pour de la concurrence. Donc, vous devez arrêter immédiatement d'envoyer tous ces mails. C'est mal poli et sinon, je vous exclus de la conférence. Est-ce que c'est clair? Ok. Non, ce n'est pas cela. Ok. Alors, je continue. On comprend pourquoi le retournement de tendance est quelque chose d'important dans Akinashi. D'accord? Alors maintenant, on va s'intéresser au signal Akinashi. Parce que le signal Akinashi, dans la plateforme NanoTrader, c'est une construction qui a été faite à partir du graphique Akinashi. Alors quand on regarde ici, cet écran-là, on a en haut ici un graphique normal, avec des bougies normales, et puis en dessous, on a Akinashi. Alors, ici, la première chose à voir, c'est que dans notre réglage de notre signal Akinashi, on a ici 2, 1, 1, on a 3 paramètres. Les 2 premiers paramètres définissent en fait une configuration de bougie Akinashi. C'est-à-dire le 2 ici correspond à 2 bougies rouges et puis le 1 ici correspond à une bougie blanche. C'est-à-dire qu'on est capable de définir qu'est-ce qu'il faut comme configuration ici pour pouvoir parler de changement de tendance. Alors, on peut imaginer 3 bougies, 2 bougies, vous voyez, 3,2, on peut faire 1, 1, on peut faire 2, 1, on peut faire 1, 2, 1, 3, etc. Il y a différentes possibilités et ce choix est très intéressant pour trouver un petit peu les bonnes combinaisons. Donc ça, c'est la notion de configuration, c'est-à-dire presque de définition du signal. Vous voyez, le signal, on peut le définir à partir des bougies Akinashi. Donc ça, c'est, on va dire, un avantage 1. Et alors, à l'intérieur de la bougie ou du graphique bougie normale, au-dessus, on voit que cette situation en bas produit un signal qui est représenté par ce petit triangle vert, mais aussi par le fond d'écran grisé. Vous voyez? Alors ça, c'est un aspect numéro 1. Après, vous avez un aspect numéro 2, dans ce sens-là, voilà. C'est le fait que le graphique Akinashi, qui est en dessous du graphique principal, on a la possibilité de l'agréger. C'est-à-dire, on a la possibilité de changer d'échelle. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de travailler dans une échelle, par exemple, vous voyez ici, sur cette image, 5 minutes. On est dans le chart principal en 5 minutes. Mais en dessous, vous voyez, on a agrégé, vous voyez en bas, 6 fois 5 minutes, c'est-à-dire par un facteur de 6. Et ce facteur de 6, c'est le paramètre qui est en 3e position. Donc avant, on avait vu le 2 et le 1, maintenant on voit le 6. Le 6, ça veut dire, c'est comme si on observait le marché à partir d'un chart Akinashi de 6 fois 5 égale 30 minutes. Donc ici, on a une notion de double échelle de temps, double agrégation, une agrégation de base pour notre chart principal et puis une agrégation plus haute pour, alors pourquoi faire? Eh bien, pourquoi faire? Tout simplement pour améliorer la qualité des signaux. C'est-à-dire que tout le monde sait que lorsque l'on prend un peu du recul et qu'on le voit le graphique de prix avec un peu plus de recul, on voit un peu plus clair. On voit, je dirais, le mouvement, la tendance, des phases de rebond, etc. Lorsqu'on travaille dans des échelles très petites, on est absorbé par le petit et on n'a pas une vue très très bonne, je dirais, de l'ensemble. Alors le fait de
le fait de changer d'agrégation, en fait, c'est un plus parce que ça permet de réduire le nombre de signaux et les signaux qui restent ont en général une probabilité plus grande d'être efficaces. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours efficaces, mais on a ici une sorte de recherche un peu de qualité. Alors, il y a un troisième aspect. C'est un aspect qui est, je dirais, à double tranchant. C'est-à-dire, ici, vous avez le graphique à gauche et vous avez cette fameuse configuration. Donc, on dit ici qu'on prend 2 bougies de la tendance précédente, en l'occurrence baissière, donc rouge, et une bougie de la nouvelle tendance. Seulement, on est avec une agrégation de 3. Vous le voyez sur l'écran ici, 3 fois 10 minutes. Donc, au-dessus, on a un chart de 10 minutes. En dessous, on a 3 fois 10 minutes. Donc, quand on regarde la bande ici grise, on voit qu'elle couvre en fait 3 bougies. 3 bougies de 10 minutes. 1, 2, 3. Donc, c'est-à-dire que le temps qui s'écoule après la clôture de la troisième bougie est égal au temps qui s'est écoulé pour, je dirais, faire vivre cette bougie ici dans le graphique Aiki-Nashi. Hein? Aiki-Nashi, c'est 3 fois 10 minutes. Donc, quand on a complété une bougie, c'est 30 minutes qui se sont écoulées. Mais pendant 30 minutes, dans le chart de 10 minutes, il y a eu 3 bougies qui se sont écoulées. C'est la bougie 1, 2 et 3. Alors, ce paramètre, quand on le met sur 1, il permet de rentrer en position ou d'être prévenu dès les premières 10 minutes. Vous voyez? Donc ça peut être intéressant si vous faites du trading manuel, de voir, ah tiens, on est en train de tourner ici, effectivement, on voit que là, dans le graphique en chandelier, on a un beau petit rebond qui est en train de se former. Maintenant, ça va. Alors, si vous mettez 2, il vous signalera, il vous donnera un signal à la fin de la deuxième bougie. Si vous êtes en mode automatique, vous rentrerez à la fin de la deuxième bougie. Donc, ça a des conséquences qui peuvent être favorables, mais si maintenant vous imaginez que le marché se retourne, donc après une bougie de 10 minutes, il nous donne l'illusion qu'il est en train de faire un rebond, mais si le marché après redescend, à la fin, vous ne verrez plus cette bougie blanche ici. Vous voyez? Et là est la source d'une illusion possible, et cette illusion, elle est elle est très dangereuse quand vous travaillez en backtest. Parce qu'en backtest, quand vous êtes en backtest, vous avez en fait les valeurs du marché à la fin de chaque bougie, pas à l'intérieur des bougies de 30 minutes. Ça, vous ne voyez pas ça. Résultat, quand on est en mode backtest, il est important, primordial et indispensable que ce réglage soit égal au facteur d'agrégation. Donc, si je suis sur 3, en backtest, il faut que je tape ici 3 et non pas 1. Vous voyez? Parce que sinon, il y a toute une quantité de signaux mauvais qui vont disparaître, alors que si j'étais dans le temps réel, je les aurais peut-être tradés et j'aurais peut-être perdu. Donc, en fait, le fait d'avoir un réglage, par exemple, de 1 quand on est avec une agrégation de 3, fait que dans le backtest, on se retrouve avec des backtests fantastiques qui ne correspondent pas à la réalité, tout simplement. Donc, je vous mets en garde, faites attention, ne vous laissez pas prendre par une illusion de ce type, quoi. D'un autre côté, si je fais du trading en temps réel où j'ai ma stratégie en mode automatique, on peut aussi imaginer qu'on veuille rentrer un peu plus tôt. C'est pas, il n'y a rien d'anormal ou de mauvais avec ça, quoi. Ok. Alors, donc, on a terminé, je dirais, l'explication du graphique et l'explication du signal. Donc, le signal est basé sur le graphique et a, on va dire, des spécificités bien propres. Et maintenant, on va s'intéresser à la construction de la stratégie. Donc, la stratégie comprend 2 études. Alors,
je vais d'abord passer par les slides et puis après, je vais vous montrer sur la plateforme ce que ça donne. Mais d'abord, je dois vous donner un petit peu des éléments. Donc, la stratégie, elle comprend 2 études. Alors, qu'est-ce qu'une étude? Une étude, c'est, vous voyez en dessous, vous avez en fait 2 graphiques. Prenons l'étude numéro 1, celle qui est à droite. Donc, l'étude numéro 1, on voit à l'intérieur un stop de type période high-low, un profit target, c'est-à-dire en fait un objectif fixe. Vous avez ça ici, study, que je vais expliquer dans 2 minutes. Au-dessus, il y a un flat, etc. On voit le signal Aiki-Nashi. Vous voyez, il prend 2 lignes. Il est avec le Meta Centimeter. Et grosso modo, c'est pour ainsi dire tout. Donc, vous voyez, stop, filtre, et puis le signal en lui-même. Donc, c'est une étude, c'est-à-dire une stratégie relativement légère en termes de nombre de composants. Alors, ça, c'est un graphique de 10 minutes. C'est le graphique dans lequel on va trader. Et en fait, à gauche, vous avez une autre étude. Et cette étude numéro 2, elle a un indicateur à l'intérieur. Ça s'appelle le Supertrend. Supertrend, c'est un indicateur créé par Olivier Seban dans les années 2000. Et il est représenté par une courbe qu'on voit ici. Elle est verte. Et puis, tant que le marché, grosso modo, progresse vers le haut et ne vient pas clôturer en dessous, eh bien, on dit que le marché est haussier. Donc, cette courbe verte, elle ne peut pas reculer. Elle ne peut que avancer ou rester stable. Puis, à un moment, le marché, vous voyez, comme ici, le marché il va clôturer en dessous. Et dans ce cas, on a le début d'une phase rosée ou rouge. Et ça, c'est une phase de baisse. Il se trouve que ici, la phase de baisse, elle est très réduite. Qu'importe, vous avez compris le concept, quoi. Et il y a 2 paramètres, on verra un petit peu après comment ça marche. Mais grosso modo, ça c'est très très important, parce que ça c'est en fait ce qu'on est en train d'avoir ici à travers l'étude numéro 2, c'est un filtre de tendance, c'est-à-dire une indication sur la direction dans laquelle on veut trader. Et vous remarquerez que cette étude, elle est basée sur un jour, c'est-à-dire c'est un graphique journalier. Donc on regarde sur la base de plusieurs jours quelle est la direction du marché, et cette information, elle est comment dirais-je, retranscrite à l'intérieur d'une courbe qu'on appelle la courbe du Meta Centimeter, qui est une courbe de signal et qui indique en autre chose ici, par exemple dans la phase verte, c'est-à-dire dans la phase haussière, la valeur du Meta Centimeter vaut 65. Quand il y a des changements, c'est-à-dire des retournements de tendance, vous avez une valeur de 100 quand on passe haussier, une valeur de 0 quand on passe baissier, et sinon c'est 65, ou alors c'est 35, on ne le voit pas ici, mais c'est 35 quand on est en phase baissière. Alors ces 2 informations, ces 2 chiffres, 65 et 35, sont très importants, et NanoTrader a la capacité d'importer cette information à travers l'indicateur Study, dans lequel on peut choisir un instrument et une étude qui va avec l'instrument. On pourrait même choisir un autre instrument si on voulait. Oui. Mais là, on choisit bien sûr le Nasdaq et l'étude numéro 2, hein, qu'on voit marqué ici, étude numéro 2. Donc, cette information, on la transmet à droite. Elle apparaît ici dans la petite fenêtre ici. Et vous voyez que ce graphique représente en fait la courbe du Meta Centimeter qui est là. Donc, on a transféré l'information. Et puis, l'étude numéro 1 va utiliser cette information pour colorer le fond d'écran et verdir et n'autoriser que des trades à la hausse dans la phase verte et que des trades à la baisse dans la phase rose. Donc ça, c'est très très important. Ça, c'est une technique très 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 importante. Très bien documenté si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous tapez filtre de tendance, on a différents types de séminaires, de webinaires sur le sujet. On a même un webinaire de programmation de filtre de tendance. Comment est calculé le Meta Centimeter? Il est calculé sur la base de comment est défini le sentiment. Donc en termes de vocabulaire, quand on a un indicateur, on lui attribue un sentiment. Et le sentiment
du super trend, c'est en fait exactement cette courbe qui est ici. Donc cette courbe qui est ici, elle est en fait paramétrée, elle est programmée dans le code du super trend. Vous voyez? Après, je vous montrerai comment c'est, par exemple, un croisement de moyenne mobile. Vous verrez que pour la plupart des indicateurs, on peut modifier ces valeurs-là et ça nous permet de donner un sens à nos indicateurs, un sentiment. Le terme attitré est sentiment. Vous voyez? Et méta-sentimentor, ça veut dire méta, ça veut dire plusieurs, ça veut dire on peut combiner plusieurs indicateurs et dans ce cas, le méta, ça va nous calculer une moyenne de tous ces sentiments. Vous voyez? Et ça, c'est un élément très important un petit peu dans toute cette théorie. Ok, alors je continue et voilà. Alors là, je vois en fait la composition. Donc on voit en fait qu'est-ce qui compose notre stratégie. On a le signal Akinashi avec un certain réglage ici. On a steady, etc., c'est-à-dire un concept de filtre de tendance. On a flat, c'est-à-dire un filtre qui clôture les positions à la fin de la journée. Et puis on a ici un objectif qui est quand même fortement éloigné à 2%, vous voyez, à la hausse et à la baisse, 2 pour la hausse, 2 pour la baisse. Et puis vous avez period high low stop, c'est-à-dire un stop suiveur basé sur le plus bas des 10 dernières bougies et le plus haut des 10 dernières bougies. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais quitter cette présentation et je vais fabriquer la stratégie. Donc, hop, je sors de la présentation, je tombe sur NanoTrader qui est vide. Hein, je me suis mis sur page vide, tout simplement. Hein. Et là, alors, on va ouvrir. Alors, vous voyez, là, vous avez le répertoire pour tout ce qui est CFD Forex. Et puis, ça, c'est pour le compte de futur. Donc, nous, on peut soit taper ici mini SDQ pour le mini Nasdaq. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, par défaut, je vais l'ouvrir. TradeGuard par défaut. Je l'ouvre. Hop là. Alors, vous voyez. Donc, voilà, ça c'est le marché d'aujourd'hui. Hein, donc, ça c'est aujourd'hui. Vous voyez. Donc, un beau rebond comme d'habitude. Hein, le marché fait beaucoup de rebonds. Hein. Vous avez le carnet d'ordre à droite. Vous voyez. Et on voit bien, alors si j'ouvre la page en entier, on voit bien, vous voyez, l'écart de prix, donc de 0 à 0,25, enfin, de 0, de 0.0 à 0.25, et vous voyez que on est en plein dans le marché US et que c'est quand même relativement serré, donc de temps en temps, on voit le marché qui peut s'écarter on appelle ça un tick, mais la plupart du temps, c'est quand même serré, et puis vous avez les quantités de part et d'autre. Alors, c'est beaucoup moins qu'un mini S&P, mais c'est quand même très liquide et c'est liquide toute la journée, sauf le matin où c'est moins liquide, quoi. Mais le matin même, c'est quand même relativement serré aussi, quoi. Ok, alors nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est, premièrement, on va fabriquer déjà le super trend. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va, alors, je vais rentrer dans ici la barre de personnalisation. Ça, c'est comme le capot de la voiture. Alors, trading, j'en ai pas besoin, c'est là où je mets le compte si j'ai envie de trader. Ici, je ne vais pas trader. Ça, je vais éliminer, c'est-à-dire pas de stop d'objectif. Les boutons tactiques, je ne m'en occupe pas ici. J'ouvre paramètres trading system. Ici, j'élimine ce bouton-là, enfin, je décoche ce bouton. Je demande à afficher les contrôles en bas, voilà. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais dans l'endroit dans lequel on charge les indicateurs, méta-sentimentor, voilà, ok. Et puis, on cherche super trend. Alors, le mieux, c'est de taper super trend et on le prend dans indicateur ici, super trend. Voilà. On le met dans le graphique principal comme un sentimentor, c'est-à-dire, en fait, comme un indicateur qui a un sentiment.
Pas un indicateur sentimental, un indicateur qui a un sentiment. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une fonction, il sert à quelque chose, quoi. Alors bon, j'ai cliqué 2 fois, donc il est là 2 fois, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais le recliquer et je vais mettre filtre ce coup-ci, comme ça je vous montre qu'un indicateur, on peut le charger comme filtre. Ouais. Alors, ce que je voudrais faire aussi, c'est, peut-être je voudrais montrer à Emmanuel, je voudrais montrer à Emmanuel en fait. Alors, je vais afficher. Ah bon, ne mélangeons pas les choses, je vais sortir d'ici. Ici, vous voyez, on a maintenant 3 fois Supertrend. Donc, ici, je vais le retirer. Voilà. Donc, j'ai Supertrend en haut. Pourquoi j'ai mis Supertrend en haut? Parce que Supertrend en haut, ça me permet de l'afficher avec une fonction différente. C'est une fonction de filtre, c'est-à-dire empêcher les trades baissiers et n'autoriser que les trades haussiers. Alors, ce que je vais faire aussi ici, c'est que je vais éliminer le carnet d'ordre. Voilà. Et puis, je vais passer sur une journée. Donc, journalier. Parce qu'en fait, on veut un filtre de tendance qui soit journalier. OK? Et alors, je crois que dans mon étude, j'avais mis 500 jours, donc je vais mettre 500 jours. Voilà. Donc là, on a grosso modo un filtre de tendance, donc quelque chose de vraiment effectif. Voilà. Donc là, il nous dit qu'il faut plutôt shorter, là, il nous dit qu'il faut plutôt être long. Et vous voyez, les valeurs, elles sont représentées ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va donner un nom à cette étude. Et on va dire que c'est l'étude 1. Voilà. Ah, c'est pas l'étude 1, c'est l'étude 2. Alors, on va renommer ça comme l'étude 2. Voilà. Donc là, on a fabriqué un filtre de tendance. Alors, maintenant, on va rouvrir un mini Nasdaq. Et ce qu'on va faire, c'est on va directement lui appliquer le signal. C'est-à-dire, alors je vais le chercher ici. Bon, je peux taper, hein, toujours. Je peux aussi taper un bout. Voilà. Donc, il est là, c'est le mois de juin. Clic droit, on cherche dans signaux. Et dans signaux, on cherche Aiki Nashi. Vous voyez, il est là. Donc ça, c'est une autre façon. Alors, ou c'est la façon d'appliquer Aiki Nashi. Donc on applique Aiki Nashi et Aiki Nashi va s'appliquer. Voilà. Donc on reconnaît le graphique. On va dire. Alors là, vous voyez, il y a un petit réglage à faire. Vous voyez un petit peu cette bougie ici. Alors je vais juste dans Options. Et dans Options, je vais juste changer quelque chose ici. Ici, utilisez 1 pour éviter le surlignage. Et maintenant, on a un petit signal. OK. Alors, ici, nous sommes en fait sur 15 minutes. Et nous voulons en fait travailler sur 10 minutes. Donc, là, on est maintenant sur 10 minutes. Vous voyez, j'ai descendu d'un cran. On est sur 10 minutes. Alors, je ne sais plus exactement combien de jours. Bon, je vais mettre une fois 200 jours. Peut-être 200. Je me demande si c'est pas 282 jours. C'était jusqu'au mois de septembre. C'est plus que ça. 350 jours. En fait, il fallait que je commence comme dans le 500 jours. Ouais, plus ou moins quoi. Bon, ok. Alors, là, on voit notre Nasdaq. Oui. Et en bas, on a notre Aiki Nashi. Alors maintenant, on va faire les réglages tels que spécifiés par la stratégie. Alors, premièrement,
ici, on a une agrégation de 3 et pas de 5. Ouais. Et puis, ici, il faut absolument que le troisième paramètre soit égal à 3, comme je l'avais dit. Hein. Donc, là, on est égal à 3. Et, alors là, mes excuses, 3. Et au niveau des bougies, on a en fait, alors, on veut pas, vous voyez, on veut se limiter en fait à 2 bougies ici, et puis une bougie ici. Parce que sinon, les signaux prennent trop de temps. Alors, selon les agrégations sur lesquelles on travaille, les unités de temps, vous voyez ici, on a un beau rebond. Maintenant, on rentrerait à la fin de cette bougie. Plus on rend cette figure épaisse en termes de nombre de bougies, et plus tard, on peut rentrer dans le mouvement. D'accord? Donc, on va laisser ça comme ça, 2, 1. C'est une façon un petit peu de filtrer les signaux pour qu'il y ait moins de signaux. On va ouvrir le capot de la voiture. On va sélectionner ici les autres ingrédients. Donc, période high-low, ça c'est le fameux stop. On le met voilà, par défaut. On avait dit qu'on avait un profit target. Alors ça, bien sûr, on pourrait les mettre dans nos favoris, etc. Profit target. Voilà. Et on avait un filtre flat. On avait un filtre flat. Voilà. Pardon. Filtre flat. Voilà. Et on a grosso modo le fameux steady pour amener le filtre de tendance. Mais d'abord, on va juste retirer celui-ci que j'ai tapé en double. Ici, j'avais dit que c'était des pourcentages et j'avais dit que c'était 2% et 2%. Notez que vous pouvez choisir entre pourcentage, ATR. ATR, c'est très bon quand on fait des backtests sur le long terme. Point, pour simplifier la vie. TIC. Si on travaille toujours sur le même instrument, ça va. Si on travaille sur des instruments différents, souvent c'est mieux de travailler avec des points. Voilà. Mais là, on a des pourcentages. Donc, on veut laisser le marché bouger. Et rappelez-vous que la volatilité horaire, elle était au maximum de 0,6%. Ça, c'est 2%. Donc 0,6 x 3, oui, ça fait à peu près 2. OK, alors ici, au niveau du flat, on clique ici et on va mettre 22 heures. On sait que le Nasdaq, ça clôturera à 22h15. Et après, ça reprend. Et puis après, ça termine encore. Donc là, vous voyez, quand on active flat, ça nous colore le fond d'écran. Donc ça, c'est clôturé à 22 heures. Alors maintenant, on se met un petit peu en situation d'avoir 2 écrans. On partage notre écran, voilà, avec des fenêtres verticales. Donc, de ce côté-ci, alors on va ôter le carnet d'ordre. On va mettre plutôt à la place, ici, la barre d'infos. Et la barre d'infos avec l'évaluation. Oui. Et puis, on va mettre ici le graphique de performance qui est en bas. Et maintenant, on va faire l'exportation en fait de cette étude ici. Donc celle-ci, c'est bien l'étude étude 2. On est bien dans l'étude 1, on va lui donner un nom. On peut taper là étude 1. On remplace l'élément existant. Voilà, donc ça c'est maintenant bien l'étude 1. Si maintenant on veut être super organisé, on dit notre page, on enregistre sous, par exemple, Nasdaq, Aiki-Nashi 19,0430, hein, par exemple. Ouais. Et comme ça, il n'y a rien qui est perdu. Votre PC peut cracher, vous allez toujours retrouver vos éléments.
Et maintenant, on va importer en fait le filtre de tendance. Alors pour ça, on va ici, on fait Study. Et là, on le met dans une sous-fenêtre et en tant que filtre. D'accord? Sous-fenêtre, filtre. On fait ça. Lui, il nous dit, qu'est-ce que vous voulez lier? Ben, nous, on veut lier le mini Nasdaq qu'on a défini avant, c'est-à-dire l'étude numéro 2. Donc, on appuie. Et maintenant, vous voyez que l'écran est coloré ici en rose. Cet écran-là, on n'en a plus besoin. On ferme. Et maintenant, vous voyez qu'en bas, vous avez grosso modo, si je vais zoomer un petit peu, on va dire, allez, si on zoome sur cette période-là, le rebond du début d'année, ouais, cette information est maintenant dans notre étude numéro 1. Okay. Alors, je vais réduire de ce côté. Voilà. Je vais augmenter ici. Et maintenant, nous, on s'intéresse à la performance. C'est-à-dire que ça, je vais le diminuer. OK. Je vais faire passer l'equity ici. Aiki Nashi en lui-même, j'en ai pas besoin. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, vous voyez, on a des signaux que ici, à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est la période d'évaluation. Et la période d'évaluation, elle est définie ici. Et en fait, correspond en fait au chart initial qu'on avait ouvert. Donc maintenant, nous, on veut étendre ça sur toute la période. Donc, on va appuyer sur ce bouton-là. Et on a une super performance qui apparaît devant nous. Et le point ici qui était intéressant à faire, c'est que dans notre présentation, maintenant je vais juste retourner sur la présentation. Dans notre présentation, au mois de février, on avait, alors, au mois de février, en fait, on avait bien, vous voyez, ce réglage. Alors, 15h30, 18h, est-ce que j'ai bien tapé 15h30, 18h? On va voir ça tout de suite. Mais grosso modo, on avait une bonne performance. On était de septembre 2017 à février 19, donc un peu plus d'un an, quasiment un an et demi. Et puis, on avait une bonne performance. Ouais. C'est un peu saccadé, mais bon, il n'y a rien qui est parfait. Mais quand même, on voit la capacité de cette stratégie à gagner. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé après cette date, c'est-à-dire depuis le mois de février. Et ça, en fait, on le voit ici, parce que là, je zoome un petit peu sur le février 2019, et on voit que la stratégie a continué. Vous voyez? Donc, le marché, lui, il a fait que grimper depuis le mois de février, mais malgré tout, ce n'est pas une raison pour que vous soyez certain que vous allez toujours gagner au niveau de votre stratégie. Mais là, on voit bien les réglages 10, 10, 2, 2, 22h10, 23h59 et 15h30, 18h. On voit que la stratégie continue de gagner, quoi. Donc, ça veut dire que c'est intéressant. Ça veut dire que cette stratégie est une bonne base pour ceux d'entre vous qui ont envie un petit peu de se lancer, je dirais, sur, par exemple, le Nasdaq, mais aussi avec Aiki Nashi, le Aiki Nashi de notre plateforme. Vous avez vu comment on met en musique la stratégie. Alors, c'est pas le plus simple, mais c'est pas non plus extrêmement compliqué, surtout si on a la vidéo de disponible et qu'on peut juste reprendre les différentes étapes. Mais vous voyez que c'est une stratégie intéressante. Alors, pour votre information, je trade cette stratégie depuis plusieurs mois et pour le moment avec succès. Alors, j'applique cette stratégie à d'autres instruments. Tous les instruments ne connaissent pas le même succès, mais le Nasdaq, c'est un des instruments avec lequel cette stratégie fonctionne pas mal, quoi. Donc, alors mes réglages sont un peu différents, j'ai pas exactement 100% le même filtre de tendance, mais Supertrain, c'est très très bon
comme qualité. Donc, vous voyez, on peut construire quelque chose de très intéressant à partir de là. Alors, on va retourner juste sur le... on va retourner sur... Alors, observez juste une chose, c'est que, vous voyez ici, Supertrend, il apparaît avec la valeur 0,7. Or, nous, on l'a chargé avec la valeur 3. Donc, d'un autre côté, ici, on a 15h30, 18h, alors que je ne suis pas sûr qu'on ait mis 15h30, 18h. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va juste regarder. Donc là, il y a 31 trades. Si on prend la période précédente, il y avait 191 trades. Donc, plus 31, ça fait 222. Donc, je me note 222. Et on parle du 25/9/17. Vous voyez, en bas. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va juste un petit peu regarder la stratégie. On va juste peut-être corriger certains des paramètres. Alors, je sors. Je vais rajouter quand même un petit peu, peut-être, je vais mettre peut-être décembre, novembre, et on va mettre peut-être 600 jours. Alors, si vous mettez 600 jours au niveau de votre 10 minutes, vous devez aussi mettre 600 jours au niveau de votre fil de tendance. Sinon, la période n'est pas couverte comme il faut. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a 1602 trades. Or, nous, on avait 222 trades. Donc, en fait, ça s'explique comment? Ça s'explique par le fait qu'ici, on accepte tous les trades de la journée. Or, nous, on veut se limiter à 15h30 jusqu'à 18h. Vous voyez? Là, on réduit à 469 trades. Vous voyez? Donc, 18h, on tape ça comme 17h59. Oui. Bon, c'est un peu plus saccadé. Hein. D'un autre côté, vous voyez, on a ce réglage ici. On a ce réglage ici, le 3. Alors, ce réglage-là, je vais vous montrer, pour conclure la présentation, comment on peut, à travers la fonction analyse sensitive, comment on peut trouver la meilleure valeur de ce paramètre avec une manipulation qui est très simple. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais ici sur Meta Sentimentor, je fais un clic droit et je dis fixer le sentimenteur actif. Ça veut dire en fait, je fixe tous les paramètres. Je fixe tous les paramètres, c'est-à-dire que quand je vais par exemple sur ATR facteur 3, vous voyez en bas, alors attendez, je refais fixer tous les sentimentors, voilà, fixer tous les sentimentors. Je vais maintenant sur ATR facteur 3, je vois 3, minimum 3, maximum 3. Vous voyez, la période ici, 10, 10, 10. Donc ça veut dire que tout est fixe. Maintenant, je vais remettre à 0, c'est-à-dire je vais relâcher, je remets à 0, et maintenant j'autorise ce paramètre à varier entre 0,5 et 5. OK? Tout est fixe, sauf 0,5 à 5 pour le ATR facteur. Maintenant, je vais aller du côté de la stratégie ici. Je vais faire la même chose. Je vais dire fixer tout. Donc, tout est fixé. Et ce que je vais faire, c'est, je vais un petit peu changer d'échelle ici. Je vais aller ici sur Study. Et là, observez que dans Study, il y a un paramètre qui nous dit optimiser 1 pour dire oui, optimiser 0, ça veut dire non. Nous, on est sur 0, donc maintenant, on va mettre 1. Je mets 1. Et maintenant, je me mets ici, je fais un clic droit et j'utilise la fameuse fonction qui est une des stars de la plateforme NanoTrader, c'est-à-dire sensibilité. Maintenant, j'appuie sur sensibilité et ce qui va se passer, c'est que, voilà, j'ai maintenant une évaluation de, vous voyez, de la valeur du résultat sur cette période en fonction de l'éloignement de la courbe du supertrend qui est définie en fait par ce facteur ATR facteur. Vous voyez,
plus ce facteur est grand, et en fait, plus la courbe, elle s'éloigne du prix. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on est sur des échelles petites, 0,5, 0,7, 0,8 dans ces eaux-là, on voit que en fait, quand on augmente, on tend à améliorer les résultats. Par contre, quand on dépasse en fait 1,5, c'est contre-productif. Donc nous, en fait, on a tout intérêt à rapprocher la courbe du super trend ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se mettre sur, par exemple, on va se mettre sur 1,5. Et alors, vous voyez notre courbe de résultat. Vous voyez, je dois rebaisser l'échelle. Elle s'est améliorée. Vous voyez. Donc ça, c'est juste un exemple de l'utilisation de la fonction analyse sensitive. Mais cette fois, vous êtes les premiers à voir comment on fait ça à partir de cette étude pour, je dirais, ajuster un paramètre d'une étude qui est liée. J'ai jamais montré ça. Je l'ai en fait découvert il y a quelques semaines, et notamment quand je travaille sur ces stratégies d'Aikinashi, et c'est très très utile comme ça. Vous voyez. Donc, je suis arrivé au bout de la présentation. Je vais juste revenir sur les pages de. Je vais revenir sur les pages. Voilà. Alors, sur la présentation que je vous enverrai, soit demain, soit jeudi, vous aurez ces pages. On voit comment faire, mais dans la vidéo, on voit comment faire par rapport à la deuxième étude. On voit un peu la logique ici. Donc, l'analyse sensitive, ça c'est une des fonctions que j'utilise le plus dans tout le travail de backtest, parce que c'est extrêmement utile, puisqu'on fait varier qu'un seul paramètre à la fois. On ne fait pas de la grosse optimisation, c'est juste un paramètre à la fois. Alors, un mot sur le serveur VPS, donc, ou on peut appeler ça cloud. Donc, ce serveur permet en fait de faire tourner une stratégie en automatique sur un serveur tiers. Sur ce serveur tiers, vous y accédez en fait à distance. Vous faites tous les réglages que vous voulez. Et après, vous laissez la stratégie tourner 24 heures sur 24 toute la semaine. Il y a un coût pour cela, mais le coût est faible. Pour peu qu'on soit un petit peu actif, si on n'est pas trop actif, mais si on est actif, ça ne coûte pas grand-chose, 10 plus TVA. Et j'ai ici quelques remarques sur l'automatisation. Alors, moi, j'ai une vue plutôt positive de l'automatisation parce que je la pratique depuis pratiquement 5 ans maintenant, hein, depuis 2014. On libère du temps, on élimine le stress, on économise l'argent dans le sens où on fait pas plus de trades qu'il en faut, et on maîtrise les risques puisqu'on a des stops qui sont relativement serrés, on a des filtres flats qui nous font sortir de position. Donc, au niveau des pertes, c'est quand même relativement contrôlé. Hein. On libère beaucoup de temps parce que pendant nos stratégies tour, nous, on peut se focaliser sur le développement ou l'amélioration d'autres stratégies ou d'idées. C'est assez agréable, on va dire, c'est satisfaisant, je dirais, intellectuellement, parce que on essaie de chercher des solutions, et d'un autre côté, comme on n'est pas soumis au stress direct de devoir gérer la position, d'être je dirais, présent pour la gestion de la position, le côté un petit peu stressant du trading, on l'a pas, tout simplement. Bon, après, si maintenant notre stratégie n'est pas bonne, bon, il faut arrêter la stratégie. Hein. Et on devient meilleur. Pourquoi? Parce qu'à force quand même de chercher, de réfléchir, on tend quand même un petit peu à s'améliorer. Alors, mise en garde, attention, on peut avoir une stratégie qui est gagnante, ça ne veut pas dire qu'elle va continuer de gagner. C'est pour ça que moi, pour cette présentation, avant même de commencer à essayer de trouver un bon réglage, je suis retourné sur une stratégie que j'avais déjà présentée pour voir est-ce qu'elle continue d'être gagnante. Si elle continue d'être gagnante, ça veut dire tant mieux pour nous, tant mieux pour celui qui la traite. Et ceci étant, il faut être conscient que c'est pas parce qu'elle continue, qu'elle a gagné, que dans 6 mois, elle sera encore gagnante. D'ailleurs, on le verra sûrement à la prochaine occasion. Une stratégie peut cartonner quelques semaines, partir latéralement, vous faire des petites pertes qui se cumulent pendant 18 mois, et soudainement repartir à la prochaine hausse de volatilité
Et ça veut dire que quand vous vous lancez dans le trading automatique, il vaut mieux trader petit, mais donner une chance à votre stratégie. Même si elle n'a pas des bons résultats dans l'immédiat, du moment que vous ne perdez pas massivement, vous pouvez, et du moment que vous avez de la confiance dans votre stratégie, et du moment que vous avez des backtests qui prouvent que cette stratégie a de la valeur, je dirais qu'il faut un petit peu être patient. Il ne faut pas juste comme ça réagir au quart de tour. Il faut donner un petit peu du temps. Il y a beaucoup on va dire, de fournisseurs sur la place. Il y en a très peu qui ont la qualité au niveau des outils pour le backtesting et le trading automatique comme ce que nous, on offre à travers NanoTrader. Toujours est-il que ce qui est très important, c'est quand vous backtestez, il faut backtester avec des prix réellement tradés. C'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs qui concoctent des séries de prix en attachant des prix les uns aux autres, mais du coup, on n'a plus des prix réels, au sens où ils vont attacher une série de prix, donc ils vont modifier la valeur du prix pour que ça colle d'un point de vue de chart avec les prix actuels, hein, de l'expiration actuelle. Mais ça, c'est nul, parce que vous êtes en train de backtester des prix qui veulent rien dire, quoi, qui n'ont pas été tradés réellement. Donc faites attention à ce genre de choses. Nous, nos prix sont les prix réellement tradés, que ce soit pour les CFD ou pour les futurs. Alors, un bon backtest n'entraîne pas forcément de bons résultats en trading auto. Ça peut être surprenant, mais pourtant c'est vrai. Ça dépend. Je dirais, il faut toujours être ouvert et accepter. Le but ultime, c'est d'être dans la réalité. Donc la réalité, elle est ce qu'elle est. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Il n'y a que le résultat qui compte. Donc, il faut se casser la tête. Bon, pourquoi ça marche pas? Alors, une des raisons pour lesquelles ça peut des fois ne pas coller, c'est parce qu'il y a des différences minimes, mais qui existent quand même au niveau des graphiques, entre le temps réel et les prix historiques. Le temps réel, c'est en fait les prix historiques plus le temps que ça met à arriver sur votre PC. Donc, vous pouvez être à peut-être, je ne sais pas moi, si c'est les prix de Chicago, du Nasdaq, les prix arrivent de, je sais pas, 6-7 000 kilomètres d'ici, à la vitesse de la lumière ou proche. Ça met quand même quelques millisecondes de retard par rapport au serveur du marché. Du coup, ça entraîne quelques petites différences au niveau du graphique. Du coup, ça peut faire qu'un signal en réel apparaisse et en historique n'apparaît pas, ou le contraire. Maintenant, si votre stratégie elle est solide, c'est-à-dire si elle est basée sur des concepts qui sont des concepts genre trader dans le sens de la tendance, par exemple, des choses comme ça, ça ne devrait pas avoir trop d'impact. Mais si votre stratégie a été tradée avec des backtests trop courts, par exemple, peut-être que ça ne veut rien dire du tout et peut-être qu'il n'y a aucune raison que ça fonctionne. Donc, il faut être pragmatique, il faut regarder, il faut essayer de comprendre et il faut toujours essayer de baser une stratégie sur des concepts qui ont du sens, quoi. Alors, une chose à voir aussi, la volatilité augmente, descend, etc. Quand la volatilité baisse, des stratégies, beaucoup de stratégies temporairement ne donnent plus. C'est pas qu'elles perdent beaucoup, c'est pas qu'elles gagnent non plus, elles partent latéralement. Bon, il n'y a pas des résultats extraordinaires et il ne faut pas lâcher pour cela parce que c'est une question de volatilité. Dès que la volatilité revient, même si ça dure que quelques semaines, vous pouvez rattraper le retard ou les quelques pertes que vous avez subies. Et d'où l'importance aussi d'avoir un filtre de tendance pour essayer déjà être dans le mouvement. Une chose aussi importante, mon conseil, c'est clôturer toujours vos positions parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec des positions ouvertes quand le marché a clôturé. Exemple, moi, je me suis fait tuer il y a quelques années avec la Grèce. Hein. On annonce des choses durant le week-end. Moi, j'avais la position ouverte. Résultat, heureusement, c'était sur les CFD, mais bon, ça se montait quand même à l'échelle du millier. Heureusement que ce n'était pas sur les futurs, quoi. Donc, il faut être très rigoureux et le mieux, c'est de toujours jeter un coup d'œil à la fin de la journée. Je suis en train de préparer un petit document pour le trading automatique avec plein de conseils qui sortira, je dirais, avant l'été. Hein. Je travaille dessus
et ça pourra vous servir et on en parlera quand ça sera prêt, quoi. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions, je voudrais arriver à la conclusion, comme il est 7 heures. Alors, je vois une question. J'ai quitté ton recueil, je veux dire. C'est tout. Ok. Bon, Thierry, je vous contacterai. Si c'est pas demain, après-demain, je vous enverrai un mail, comme ça on peut se parler et on peut faire rendez-vous à Paris. Il n'y a pas de problème, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire ma conclusion. Et ma conclusion, c'est une invitation. Devenez un meilleur trader en étant client de Self-Invest. Pourquoi? Pour la qualité de la plateforme, la qualité du service client, maintes fois reconnu et récompensé par des trophées, notamment les trophées qui sont affichés sur la gauche, qualité des exécutions, reconnue à travers toutes ces études, toutes ces enquêtes auprès de 15 000 traders en Allemagne, notamment en 2018, et la qualité aussi de l'information qui est à votre disposition à travers la chaîne YouTube. Donc ce webinaire va terminer comme une vidéo. Il sera sur notre chaîne YouTube dans les 48 heures. Et ce sont des vidéos vraiment pratiques basées sur l'expérience de gens qui pratiquent le trading et qui ne racontent donc pas des salades. Et il n'y a rien de plus pertinent, je dirais, pour apprendre à trader. Donc, l'offre de Self-Invest, c'est de devenir partenaire. Nous vous apportons notre savoir, la qualité de notre service, de nos plateformes, et vous nous apportez votre enthousiasme et vous essayez de devenir un bon trader à nos côtés, quoi. Voilà, donc je suis arrivé au bout de la présentation, 19h07. Cette présentation, elle va être convertie en vidéo. Elle sera postée sur YouTube dans les 48 heures avec la présentation PowerPoint. Et je remercie tout le monde. Je vous souhaite un bon 1er mai, en espérant que vous ayez du soleil. Un bon match pour ceux qui regardent le football ce soir. Et puis, à la prochaine. Au revoir à tout le monde et merci.